Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 jours en France. Un projet de loi a fait la une de l'actualité cette semaine, celui sur la transition énergétique. L'objectif, c'est de réduire la consommation en énergie des Français. Pour y parvenir, l'État prévoit de mobiliser 10 milliards d'euros. Autre événement marquant, l'hommage rendu au pacifiste Jean Jaurès. Il est mort il y a 100 ans, assassiné par un militant d'extrême droite. Aujourd'hui, les partis politiques de droite comme de gauche se disputent son héritage. Et puis nous verrons que les rats prennent leurs aises cet été à Paris. Les pelouses du Jardin du Louvre en sont infestées. Voilà qui fait mauvais genre devant les touristes. C'est l'un des grands chantiers du quinquennat de François Hollande, la transition énergétique. Un projet de loi a été présenté cette semaine lors du dernier Conseil des ministres avant les vacances du gouvernement. Il prévoit de réduire la part du nucléaire et de diminuer la consommation en énergie de la France, notamment en rénovant les logements mal isolés et en développant les transports électriques. Une France plus verte, plus économe en énergie. C'est tout l'objectif de ce projet de loi. À commencer par les transports. L'État veut donner l'exemple. Un véhicule officiel sur 2 devra être électrique ou hybride. 7 millions de bornes de recharge seront installées contre seulement 8 000 aujourd'hui. Les particuliers recevront une prime de 10 000 euros pour l'achat d'un véhicule propre s'ils mettent leur ancienne voiture diesel à la casse. Autre priorité, faire baisser les dépenses de chauffage pour les Français. Le gouvernement mise sur la rénovation thermique. Faire des travaux pour bien isoler son logement permettra de déduire jusqu'à 30% de ses impôts. La France se dote de la législation la plus en avance d'Europe, c'est-à-dire que avec ses moyens d'agir très concrètement, puisque les travaux qui seront faits dès le 1er septembre bénéficieront d'un allègement fiscal de 8 000 euros et de 16 000 euros pour un couple. Autre mesure, des déchets mieux recyclés, avec un objectif ambitieux, réduire de moitié les déchets mis en décharge d'ici 2025. Pour ce qui est de l'énergie nucléaire, elle devra passer de 75 à 50% de la consommation d'électricité. François Hollande s'y était engagé. Pour cela, les énergies renouvelables devront être multipliées par 2 d'ici 2030. Des mesures qui auront un coût. Ségolène Royal veut débloquer 10 milliards d'euros sur 3 ans. L'opposition s'inquiète de son financement, alors que les caisses de l'État sont vides. On est donc dans un projet bienvenu s'il s'agit de parler d'économie d'énergie, de baisse de CO2, mais totalement incohérent, totalement hypocrite et hélas vraiment ruineux pour les Français. Pas suffisant, en revanche, pour l'écologiste Nicolas Hulot, par ailleurs très enthousiaste sur cette loi. On évalue la transition énergétique entre 10 et 20 milliards d'euros par an sur plusieurs années. Donc, le compte n'y est pas. Et donc, si on ne veut pas, encore une fois, que ce bel objectif, qui est un objectif incontournable, qui permet enfin de faire rentrer la France dans le XXIe siècle et de passer dans le modèle économique de demain et pas le modèle économique d'hier, il faut effectivement là mettre des moyens. Nicolas Hulot préconise la mise en place d'une fiscalité écologique et l'ouverture à des financements innovants. Le projet de loi sera discuté en octobre à l'Assemblée nationale. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a également fait parler d'elle cette semaine en s'opposant à un projet d'autoroute devant relier la Vendée à la Charente-Maritime. Une décision qui a provoqué la colère des élus locaux. Ils ont écrit une lettre à Manuel Valls pour lui faire part de leur stupéfaction. Ségolène Royal, elle, invoque un projet trop coûteux et dommageable pour l'environnement. 2014, vous le savez, est une année de commémoration en France, centenaire de la Première Guerre mondiale, 70e anniversaire du débarquement allié. Ce week-end, François Hollande a prévu de se rendre en Alsace avec son homologue allemand pour marquer les 100 ans de la déclaration de guerre faite par l'Allemagne à la France. Le président français qui s'appuie beaucoup sur l'histoire en ce moment, un peu trop peut-être, certains y voient une tactique pour reconquérir l'opinion publique. Ce jour-là, il faisait président. Même ses adversaires le lui concèdent, les cérémonies du 70e anniversaire du débarquement en Normandie ont redoré l'image de François Hollande. Chaque réception de chef d'État, chaque discours a son importance, l'année est riche en anniversaires. Et il entend les célébrer tous. Jamais nous n'oublierons. En mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, François Hollande s'est déjà rendu 2 fois cette année au Mont-Valérien, pour l'appel du 18 juin et en février pour un hommage aux résistants. À Tulle, la cérémonie en mémoire des 99 pendus victimes des nazis est désormais présidée chaque année par François Hollande. Et la liste est encore longue. Il est normal qu'un président qui incarne l'identité du pays, puisque nous n'avons pas de roi, c'est le président qui en a la charge, même si son mandat est très court aujourd'hui,
il est très important pour lui de lier son image à celle de l'histoire de France. À mon avis, il en abuse. Je crois que François Hollande, plus ou moins consciemment, joue sur ce point-là, c'est-à-dire essayer de retrouver des fondements solides du passé. François Hollande, président impopulaire, se réfugie-t-il dans les commémorations, objet de consensus? Peut-être y a-t-il aussi une dimension personnelle, familiale, comme aujourd'hui au Chemin des Dames, théâtre sanglant de la guerre de 14-18. Ça nous va droit au cœur. C'est une terre trop méconnue qui a beaucoup souffert. Voilà. Et mon grand-père était venu faire la guerre de 14 ici sur le Chemin des Dames. Tourné vers le passé et les symboles, François Hollande s'inspire aussi clairement de François Mitterrand. Le mont Mouchet en Auvergne, au lieu de la résistance, n'avait pas reçu de visite présidentielle depuis son prédécesseur socialiste. À Verdun, François Mitterrand avait pris la main de Helmut Kohl. À Oradour-sur-Glane, François Hollande a pris celle du président allemand Joachim Gauck. Ainsi s'écrit l'histoire, espère-t-il. Les politiques ont d'autant plus tendance à se retourner vers le passé, d'une certaine façon à l'idéaliser, que l'avenir apparaît assez immaîtrisable et qu'ils ont les plus grandes difficultés à tracer pour le pays un avenir discernable. Il ne faudrait pas que les commémorations soient un substitut au projet. Quand on dit « la France s'est bien battue en 14 », il faut tout de suite ajouter « aujourd'hui nous sommes confrontés à une autre guerre et nous faisons preuve d'une autre forme d'héroïsme ». François Hollande ne manquera pas d'occasion d'établir le parallèle. Au programme de ces prochaines semaines, le débarquement en Provence, la libération de Paris, la bataille de la Marne le 11 novembre. Jamais le passé n'a été aussi célébré. Dans ce café, un homme est mort assassiné il y a 100 ans. C'était une figure du socialisme, Jean Jaurès, alors en plein combat contre la perspective d'une nouvelle guerre, celle de 14-18. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques se disputent son héritage, qu'il soit de gauche ou de droite. Beaucoup tentent de s'inscrire dans sa lignée. Paris, 31 juillet 1914. La menace d'une guerre européenne gronde. Avant d'écrire son article du soir en faveur de la paix, Jean Jaurès, figure du socialisme et pacifiste convaincu, quitte la rédaction de l'Humanité, le journal qu'il a fondé, pour aller dîner juste à côté, au Café du Croissant. À sa table, son correspondant à Berlin, Georges Weil, qui se souvient. Il y avait un revolver dressé contre la tête de Jaurès. 2 coups de feu. Jaurès tombe, s'écroule. L'homme qui vient de tirer est un jeune nationaliste, Raoul Villain. Il pense se débarrasser d'un traître à la nation. Partout dans le pays, le monde ouvrier rend hommage aux défenseurs de Dreyfus, au fondateur de la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste. Dès le lendemain de l'assassinat de Jaurès, la France entre en guerre. Jean Jaurès est né à Castres, dans le Tarn, en 1859. À 25 ans, il entre à l'Assemblée nationale comme député républicain. Mais la grève des mineurs de Carmaux en 1892 lui fait prendre un virage politique résolument à gauche. Fils de bourgeois, Jaurès a contribué à la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État et à celle sur le repos hebdomadaire, un an plus tard. Pourquoi ont-ils tué Depuis, toutes les luttes sociales se réclament de Jaurès et aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques de tous bords le convoquent dans leurs discours. Jaurès n'était pas un rêveur. Il était un optimiste. Jaurès disait « La nation, c'est le seul bien des pauvres. La gauche a abandonné la nation à l'extrême droite. » La patrie est son seul bien, disait Jaurès en son temps. Au Panthéon, où il repose depuis 1924, une grande exposition retrace sa vie et son héritage. 100 ans après sa mort, le Jaurès rassembleur, humaniste, semble parler plus que jamais aux Français. Il a eu des successeurs, Blum, Mitterrand, maintenant Hollande. Comme la gauche est un peu déchirée en ce moment, il devrait un petit peu méditer sur ce qu'a fait Jaurès. Jaurès est mort il y a un siècle, mais son combat pour plus de justice sociale, de moralité politique et son profond rejet de la guerre sont devenus universels. Le jardin des Tuileries à Paris, un endroit que les touristes affectionnent particulièrement. Certains y viennent même pour pique-niquer. Le problème, c'est que les restes de nourriture attirent les rats. Ils sont de plus en plus nombreux à se balader sur les pelouses, un phénomène qui écorne l'image de la capitale et de son musée phare, situé à quelques mètres de là. À quelques pas des plus beaux monuments parisiens,
Dans la quiétude du parc des Tuileries, au moment du pique-nique, des invités indésirables. Des rats qui infestent le parc sous le regard des visiteurs. J'en vois une dizaine, une quinzaine par jour. On a juste vu la tête d'un petit rat tout à l'heure. Là, on a pique-niqué tranquille, ils ne sont pas venus nous embêter, donc nous, ça ne nous dérange pas plus que ça. Mais en pleine saison touristique, ces rats des villes font parler d'eux dans le monde entier, des États-Unis à l'Italie. Des rongeurs dans un prestigieux parc parisien, ce n'était pas au programme des touristes. Ce ne sont pas vraiment des animaux propres, non? Alors cela veut dire qu'il y a probablement de la saleté ici. Des rats en vrai? Berk, c'est dégoûtant. Des rats attirés par les restes de nourriture. Pour les combattre, des pièges ont été installés un peu partout. Une traque qui en fait sourire certains. Est-ce que vous avez vu des rats? Pas loin. Vous avez trouvé un? Non monsieur, ça ce n'est que notre micro. Même si à Paris, on estime qu'il y a au moins 2 rats pour chaque habitant. Et c'est sur le fameux pont des Arts, le pont des amoureux, que nous refermons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.